À 7h43 du matin, le 17 août 1943, le sergent-chef James McKenna était accroupi sous l'aile gauche d'un P-38 Lightning à l'aérodrome de Dobodura en Nouvelle-Guinée, regardant son pilote se préparer pour une mission qu'il ne survivrait probablement pas. Le pilote était le lieutenant Robert Hayes, 23 ans, 6 missions de combat, 0 victoire. Les Japonais avaient envoyé 18 chasseurs Mitsubishi A6M0 pour intercepter la patrouille du matin. Hayes volerait droit vers eux. McKenna entretenait des P-38 depuis 8 mois. Il connaissait l'appareil de fond en comble. Chasseur bimoteur, conception à double poutre, rapide en ligne droite, bête absolue à haute altitude. Mais le P-38 avait un problème mortel qui tuait des pilotes américains chaque jour. Il ne pouvait pas virer avec un zéro. Le zéro était plus léger, plus agile. Il pouvait exécuter un virage horizontal complet en 2 fois moins de temps qu'un P-38 n'en avait besoin dans un combat aérien. Cette différence signifiait la mort. La doctrine américaine disait que les pilotes de P-38 ne devaient jamais virer avec un zéro. Ne jamais essayer de les surpasser en manœuvre. Utiliser la vitesse. Utiliser l'altitude. Piquer. Tirer. Remonter. Frapper et fuir. Ne pas se faire prendre dans un combat tournant. Hayes avait essayé cette doctrine 5 fois. Elle n'avait pas marché. Les Zeros étaient trop intelligents. Ils attiraient les pilotes américains dans des virages, coupaient à l'intérieur de leur rayon de virage, se mettaient sur leur queue, les abattaient. La 5e force aérienne avait perdu 37 P-38 au cours des 6 dernières semaines. La plupart avaient été abattus après avoir été pris dans des engagements tournants dont ils ne pouvaient s'échapper. McKenna avait vu trop de pilotes mourir. De bons hommes, des gamins. Vraiment. Ils montaient dans leur P-38 avec confiance et revenaient dans des cercueils ou ne revenaient pas du tout. Le manuel d'entraînement disait que le problème était une erreur de pilote. Les instructeurs disaient que ces pilotes ne suivaient pas la doctrine, mais McKenna savait mieux. Le problème n'était pas les pilotes, c'était les câbles de commande. Les câbles de commande des ailerons du P-38 passaient à travers les poutres jumelles jusqu'à la section de queue, puis vers l'avant à travers des poulies jusqu'aux surfaces de contrôle des ailes. Le système de câble avait du jeu. Pas beaucoup, peut-être 3/8 de pouce à pleine déviation. Mais ce petit peu de jeu créait un retard entre le mouvement du manche et la réponse des ailerons. À grande vitesse, cela n'avait pas d'importance. À basse vitesse, pendant les manœuvres de virage serré. Cette fraction de seconde de retard faisait la différence entre rouler à l'intérieur du virage d'un zéro et se faire abattre. McKenna avait mentionné cela à l'officier d'ingénierie il y a 2 mois. L'officier avait dit que la tension du câble était dans les spécifications. Les tolérances d'usine permettaient ce jeu. Le changer annulerait la garantie de l'appareil. De plus, aucun mécanicien de terrain n'avait l'autorisation de modifier les systèmes de contrôle de vol. Cela nécessitait l'approbation de l'ingénierie de Lockheed, et Lockheed était à 7000 miles en Californie. Alors McKenna fit quelque chose qui violait tous les règlements du manuel d'entretien de l'Army Air Force. Il prit un morceau de fil de piano d'un avion endommagé, le coupa à 6 pouces, le plia en forme de Z, et l'installa comme tendeur sur le câble de commande de l'aileron gauche du lieutenant Hayes. La modification prit 8 minutes. Elle ajouta 0,4 livres de tension au câble. Elle élimina complètement le jeu. Personne ne le remarqua. L'équipe d'inspection ne vérifia pas la tension des câbles ce matin-là. Ils étaient concentrés sur les niveaux d'huile moteur et les charges de munitions. McKenna ne dit rien. Il regarda Hayes rouler vers la piste, le regarda décoller, regarda le P-38 disparaître dans le ciel matinal vers les chasseurs japonais. Ce qui se passa dans les 17 minutes suivantes changerait la façon dont chaque P-38 du théâtre du Pacifique volait. Le premier pilote que McKenna perdit face à un zéro était le lieutenant David Chen, le 9 juillet 1943. Chen était dans le théâtre depuis 3 semaines. McKenna avait travaillé sur son avion chaque matin. Il parlait de la Californie. Chen venait de Sacramento. McKenna venait de Long Beach. Ils avaient tous deux travaillé sur des voitures avant la guerre. Chen décolla à 6h15 pour un balayage de chasseurs. Il revint 2 heures plus tard avec 3 trous de balles dans sa poutre gauche et une histoire à propos d'un zéro qui était entré à l'intérieur de son virage. Chen dit qu'il essaya de se redresser et de plonger comme le disait le manuel, mais l'avion semblait lent à répondre, comme s'il y avait un retard entre le moment où il bougeait le manche et le moment où l'avion roulait réellement. Le zéro faillit l'avoir. La seule chose qui le sauva fut son ailier tirant le zéro de sa queue. McKenna regarda les trous de balles. Ils étaient dans un groupe serré. Tir de déflexion parfait. Le pilote du zéro avait parfaitement anticipé Chen, avait prévu exactement où serait l'avion de Chen. Cela n'aurait pas dû être possible si Chen avait roulé fort et plongé immédiatement, à moins que l'avion n'ait retardé juste assez longtemps pour que le zéro obtienne la bonne avance. Chen ne vola plus. Son avion retourna au dépôt pour réparation. McKenna ne le revit jamais. 3 semaines plus tard, il entendit que Chen avait été tué en volant un P-38 différent au-dessus de Rabaul. Même histoire, pris dans un combat tournant. Ne put se redresser assez vite. Le deuxième pilote était le capitaine William Morrison. Morrison était un chef de vol, expérimenté, 11 victoires. Il connaissait le P-38 de fond en comble, connaissait ses limites, volait intelligemment. Le 3 août, le vol de Morrison intercepta 8-0 à 12 000 pieds au-dessus de la baie d'Oro.
Morrison eut un 0 à la première passe. Rivint pour une autre course. 2 zéros se retournèrent contre lui. McKenna entendit le trafic radio après. Morrison essaya de rouler inversé et de s'échapper en split S. Signala que ses commandes semblaient molles. Les zéros restèrent avec lui pendant la manœuvre, la bâtirent à 4000 pieds. L'ailier de Morrison dit qu'on aurait dit que l'avion de Morrison ne répondait pas assez vite, comme s'il combattait les commandes. Morrison mourut dans l'accident. Le chef d'équipe de Morrison était un ami de McKenna, un gars nommé Rodriguez du Texas. Rodriguez était convaincu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec l'avion de Morrison. Il vérifia tout après qu'ils aient récupéré l'épave. Réglage du moteur, gréement des surfaces de contrôle, tension des câbles... Tout était dans les spécifications. Rien de mal avec l'avion. Le rapport officiel disait erreur de pilote. Rodriguez n'y croyait pas. McKenna non plus. À la mi-août, McKenna avait vu 17 pilotes mourir. Certains qu'il connaissait bien. La plupart qu'il n'avait rencontrés que brièvement en faisant des vérifications avant vol. Mais il avait travaillé sur tous leurs avions. Avait signé leurs journaux d'entretien, les avait regardés rouler, les avait regardés décoller. Certains revenaient, d'autres pas. Ceux qui revenaient racontaient la même histoire. Le P-38 semblait lent à répondre dans les manœuvres difficiles, comme s'il y avait un léger décalage entre l'entrée de commande et la réaction de l'avion. La plupart des pilotes pensaient que c'était juste la façon dont l'avion se maniait. Chasseur lourd, grande surface de contrôle, un certain retard était attendu. Mais McKenna savait que ce n'était pas normal. Il avait senti ce retard de ses propres mains quand il travaillait sur les câbles de commande. Ce petit peu de jeu dans le système. Il commença à prêter attention au son que faisaient les câbles quand il les tendait pendant l'entretien. Il y avait un ton spécifique, une sorte de vibration basse quand on les pinçait. Les câbles lâches sonnaient différemment des câbles tendus. McKenna pouvait entendre la différence. Chaque P-38 sur la ligne avait des câbles qui sonnaient légèrement lâches dans les spécifications. Mais lâches. Il mentionna cela à Rodriguez un soir après la mort de Morrison. Rodriguez demanda ce qui pouvait être fait à ce sujet. McKenna dit « Rien d'officiel, mais officieusement il y avait une solution. Cela nécessitait juste de violer des règlements qui pourraient les faire passer tous les deux en cour martiale. » Le problème n'était pas que les pilotes américains ne savaient pas quoi faire. Ils savaient. Chaque briefing l'insistait. Chaque vol d'entraînement le martelait. Ne jamais virer avec un 0. Utiliser la vitesse. Utiliser l'altitude. Frapper et fuir. La doctrine était claire. Le problème était que le combat ne suivait pas la doctrine. Le lieutenant Robert Hayes était en Nouvelle-Guinée depuis 2 mois. 23 ans. Gamin de ferme de l'Iowa. Il avait volé 6 missions de combat et avait 0 victoire. Non pas parce qu'il était un mauvais pilote, parce qu'il suivait les règles. Et les règles continuaient à le mettre dans des positions où il ne pouvait pas obtenir un tir. À sa 3e mission, Hayes plongea sur un 0 depuis l'altitude, accumula de la vitesse jusqu'à 400 miles par heure, arriva du soleil comme le disait le manuel. Mit le 0 dans son viseur, commença à tirer l'avance pour la déflexion. Le 0 roula brusquement à gauche et plongea. Hayes essaya de suivre, son P-38 roula dans le virage. Mais on aurait dit qu'il se déplaçait dans la boue. Au moment où son avion pointa où il le voulait, le 0 était parti. Hayes se redressa, remontant en altitude. Aucun tir tiré. La 4e mission fut pire. Hayes et son ailier sautèrent sur 2 0 à 15 000 pieds. Hayes tira la première rafale. Rata. Le 0 se retourna brutalement à droite. Hayes roula pour suivre. Son ailier signala 2 autres 0 arrivant d'en haut. Hayes essaya de rouler de nouveau à niveau et de plonger. L'avion répondit, mais lentement. Juste assez lentement pour qu'un des 0 en plongée obtienne une rafale de 3 secondes dans la poutre droite de Hayes, au but de canon de 20 mm. Ils ne pénétrèrent pas, mais ils effrayèrent Hayes suffisamment pour qu'il rompe l'engagement et court vers la maison avec ses moteurs fumants. 5e mission. Hayes regarda son ailier mourir. Le nom de l'ailier était le lieutenant Thomas Parker. 21 ans, Boston. Ils avaient suivi l'entraînement ensemble. Le 14 août, Parker fut séparé de la formation pendant un combat aérien au-dessus de Finschhafen. 2 0 se mirent sur sa queue. Parker essaya tout. Roula fort, inversa, essaya de faire des ciseaux. Les Zeros restèrent avec lui à travers chaque manœuvre. Hayes entendit Parker à la radio appeler à l'aide. Entendit la panique dans sa voix. L'entendit dire que son avion ne virait pas assez vite. Entendit les tirs. Entendit Parker crier. Puis rien. Hayes ne dormit pas cette nuit-là. La plupart de l'escadron non plus. Le lit de Parker resta vide. Ses effets personnels furent emballés et expédiés chez lui. Son P-38 fut radié comme perte au combat. Le journal d'entretien nota aucun problème mécanique. La cause officielle fut une erreur de pilote pendant les manœuvres défensives. McKenna avait travaillé sur l'avion de Parker le matin de sa mort. Tout était parfait. Calage du moteur, alignement des surfaces de contrôle, tension des câbles dans les spécifications. L'avion allait bien, mais Parker était mort quand même. Et McKenna savait pourquoi. Cette fraction seconde de retard dans les commandes, ce petit peu de jeu que le manuel disait acceptable, cela avait tué Parker, tout comme cela avait tué Morrison et Chen, et 14 autres. Le pire était l'odeur. Chaque matin, McKenna travaillait dans la zone d'entretien.
L'odeur de carburant d'aviation et de métal chaud et de fluide hydraulique remplissait son nez. C'était l'odeur des avions se préparant pour le combat. Certains de ces avions reviendraient, d'autres pas. Et McKenna serait là le lendemain matin sentant les mêmes odeurs, travaillant sur plus d'avions, regardant plus de pilotes marcher vers des machines qui ne pouvaient pas répondre assez vite pour les garder en vie. Le soir du 16 août, Hayes vint dans la zone d'entretien, trouva McKenna travaillant sur son P-38 assigné. Hayes demanda s'il y avait quelque chose que McKenna pouvait faire pour faire rouler l'avion plus vite. N'importe quoi du tout. Hayes dit qu'il ne se souciait pas que ce soit réglementaire ou non. Il voulait juste une chance. McKenna regarda Hayes, vit la peur, vit le désespoir. Vit un gamin qui savait qu'il allait mourir si quelque chose ne changeait pas. McKenna dit à Hayes de revenir le matin. Il verrait ce qu'il pouvait faire. McKenna travailla seul cette nuit-là. Le hangar d'entretien était silencieux après 23h00. La plupart de l'équipe était allée dormir. Les seuls sons étaient le grondement lointain des générateurs et le bourdonnement des insectes contre les lumières du plafond. L'air sentait l'huile de moteur et l'humidité tropicale. Il retira le panneau d'inspection de la poutre gauche du P-38 de Hayes. Le métal était encore chaud du soleil de la journée. À l'intérieur, le câble de commande de l'aileron passait à travers une série de poulies vers la section de queue. McKenna saisit le câble à deux mains et tira. Sentit le jeu. Peut-être 3/8 de pouce de jeu avant que la tension ne se saisisse. Ses mains étaient couvertes de graisse et ses doigts lui faisaient mal d'une journée complète de travail d'entretien. Mais il pouvait sentir ce jeu clairement. C'était mal. Il savait que c'était mal. Le fil de piano venait d'un P-38 récupéré qui avait fait un looping au sol 2 semaines plus tôt. L'avion était de la ferraille, mais McKenna avait retiré des pièces utiles avant qu'il n'aille au dépôt, y compris un morceau de 6 pouces de fil de piano à haute résistance du système de compensation de gouvernail. Il l'avait gardé dans son sac à outils sans vraiment savoir pourquoi. Maintenant il savait. Il s'assit sur le sol du hangar avec le fil et une paire de pinces. Le plia en forme de Z. Le fil était raide, résista aux pinces. Ses mains glissèrent 2 fois, se coupa le pouce à la 2e tentative. Le sang rendit le fil glissant. Il l'essuya sur sa combinaison et continua à travailler. Il lui fallut 8 minutes pour obtenir le bon pli. La forme en Z agirait comme un tendeur en ligne, ajouterait juste assez de précharge au câble pour éliminer le jeu. L'installer était plus difficile. L'espace à l'intérieur de la poutre était étroit. McKenna devait travailler d'une main tout en tenant une lampe torche de l'autre. Le faisceau continuait à bouger. Les ondes sautaient à travers le système de câble. Son épaule coincée contre la structure de la poutre. Le bord métallique coupé dans son bras. Il pouvait sentir la sueur couler dans son dos malgré l'air de la nuit. Il déconnecta le câble à la jonction de la poulie. Ses doigts tâtonnèrent avec la goupille fendue, la laissa tomber, l'entendit rebondir quelque part dans la poutre. Passa 5 minutes à tâtonner dans le noir jusqu'à ce qu'il la trouve. Tout ce temps, son cœur battait la chamade. Si l'officier d'ingénierie le trouvait en train de faire des modifications non autorisées à un système de contrôle de vol, il ferait face à une cour martiale, possiblement un licenciement déshonorant, peut-être de la prison. Mais Hayes allait mourir si McKenna ne faisait rien. Il inséra le tendeur en fil de piano entre l'extrémité du câble et la poulie, reconnecta le câble. L'ajustement était serré. Il dut forcer la goupille fendue à travers. Quand elle fut finalement en place, il testa la tension à la main, tira sur le câble. Pas de jeu. La surface de contrôle bougea immédiatement. Parfait. McKenna remplaça le panneau d'inspection, nettoya ses outils, essuya le sang du fil et de ses mains, sortit du hangar à 1h15. La nuit tropicale était humide et immobile. Quelque part au loin, il entendit des moteurs d'avion. Des raiders de nuit japonais, probablement. Le son fit se serrer son estomac. Il venait de modifier un système de contrôle de vol sans autorisation, utiliser une pièce non standard, violer au moins une 12aine de règlements. Si la modification échouait pendant le vol, Hayes s'écraserait et McKenna serait responsable. Mais si ça marchait, Hayes pourrait vivre. McKenna alla à sa couchette, ne dormit pas, regarda le plafond jusqu'à l'aube. À 7h00, il marcha vers la ligne de vol, regarda l'équipe ravitailler et armer l'avion de Hayes, regarda Hayes sortir pour son briefing avant vol, le regarda monter dans le cockpit. À 7h42, Hayes décolla. McKenna se tenait sur la ligne de vol et regarda le P-38 monter dans le ciel matinal. Le regarda rejoindre la formation avec 16 autres avions. Les regarda se diriger vers le nord-ouest, vers l'espace aérien japonais. Et puis tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre. L'engagement commença à 8h14. Le vol de 4 P-38 de Hayes intercepta 900 à 13 000 pieds au-dessus du golfe de Ur. Le soleil du matin était derrière eux, comptant parfaite pour une attaque en piqué. Hayes volait en position numéro 3. Son chef d'élément a annoncé l'interception. Ils se sont engagés. Hayes a choisi un 0 à l'arrière de la formation, a plongé depuis l'altitude, a construit sa vitesse jusqu'à 380 miles par heure. Le 0 grandissait dans son viseur. Hayes pouvait voir le soleil levant peint sur le fuselage, pouvait voir la tête du pilote dans la verrière. Il a pressé la gâchette.
Les 4 mitrailleuses de calibre 50 et le canon unique de 20 mm ont martelé. Les balles traçantes ont atteint leur cible. La plupart ont manqué. Quelques impacts ont étincelé sur l'aile du Zero. Pas assez. Le Zero a effectué un tonneau sec à droite et a plongé. Hayes a roulé pour le suivre. C'est alors qu'il l'a senti. L'avion a répondu instantanément. Aucun délai. Aucun retard. Le manche s'est déplacé et l'appareil a roulé immédiatement. Hayes n'avait jamais senti son P-38 bouger comme ça. C'était comme si l'avion avait attendu son ordre et l'avait exécuté au moment où il l'avait donné. Il a roulé de 90 degrés en ce qui semblait être la moitié du temps normal. A abaissé son nez. Le Zero était juste là dans son image de visée. Il a tiré à nouveau. Rafale de 3 secondes. Les projectiles ont remonté le fuselage du Zero de la queue au cockpit. Le moteur du Zero a explosé. Des morceaux se sont envolés. L'appareil s'est retourné et est tombé vers la jungle en dessous, traînant de la fumée noire. La première victoire de Hayes, mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. Son ailier a annoncé des zéros plongeant d'en haut. Hayes a levé les yeux. On a vu 3 descendre en piqué peu profond, arrivant rapidement. Il l'avait vu abattre leur ami. Maintenant, il voulait se venger. Hayes a poussé les manettes en avant, a commencé à monter, mais les zéros étaient plus rapides en piqué. Il serait sur lui en quelques secondes. Mais tendant pour sa seule option était de faire demi-tour et de combattre. Chaque instinct lui criait de continuer à monter, de continuer à fuir. C'était la doctrine. Mais la doctrine signifiait mourir aujourd'hui. Il a roulé fort à gauche, a tiré. Le P-38 a viré comme rien qu'il n'avait jamais expérimenté. Le nez est passé à travers l'horizon. Il a vu le Zero en tête. Il tournait pour le suivre, mais ne s'attendait pas à ce que Hayes fasse demi-tour si vite. Le Zero était dans une mauvaise position. Exposé. Hayes a pris de l'avance, a tiré, a touché le Zero à la racine de l'aile gauche. L'aile s'est pliée. Le Zero a basculé. 2 victoires en 30 secondes. Les 2 autres Zero ont essayé de faire des ciseaux avec lui, alternant les virages pour forcer un dépassement. Hayes est resté avec eux. Chaque fois qu'ils inversaient la direction, son P-38 s'engageait dans le virage instantanément. Aucun délai, aucune lutte avec les commandes. L'avion faisait exactement ce qu'il voulait, au moment où il le voulait. C'était comme voler un appareil différent. Comme si quelqu'un avait retiré des poids invisibles du système de contrôle. Un Zero a fait une erreur. A inversé trop fort, a perdu trop de vitesse. Hayes est entré dans son virage. Courte portée, peut-être 200 pieds. Il a tiré. Ne pouvait pas manquer. Le Zero s'est désintégré. Des morceaux d'avion sont tombés devant la verrière de Hayes. Il a senti le P-38 trembler alors que des débris frappaient son longeron droit. 3 victoires. Le 4e Zero s'est enfui. Hayes n'a pas poursuivi. Il était à court de carburant et de munitions. Il est remonté à l'altitude. S'est reformé avec ce qui restait de son vol, ils se sont dirigés vers la base. L'engagement entier a duré 7 minutes. Quand Hayes a atterri à Dobodura à 9h03, McKenna attendait sur la ligne de vol. Hayes a coupé les moteurs et sorti du cockpit. Ses mains tremblaient. Sa combinaison de vol était trempée de sueur. Il a marché droit vers McKenna. Hayes a dit 2 mots. Ça a marché. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que 6 autres pilotes avaient observé l'engagement de Hayes depuis l'altitude. Le capitaine Frank Mitchell avait vu tout le combat depuis 15 000 pieds. Mitchell était chef de vol dans le 475e groupe de chasse. Il regardait l'élément de Hayes engager les zéros en dessous quand il a remarqué quelque chose d'inhabituel. Le P-38 de Hayes roulait plus vite que n'importe quel Lightning que Mitchell avait jamais vu. L'appareil exécutait des manœuvres comme s'il pesait la moitié de ce qu'il devrait. Mitchell connaissait chaque pilote dans le théâtre, connaissait leur niveau de compétence. Hayes était bon, mais pas si bon. Quelque chose était différent dans son avion. Après l'atterrissage, Mitchell a trouvé Hayes dans la salle de débriefing. Hayes était encore chargé d'adrénaline, les mains tremblantes alors qu'il remplissait le rapport de combat. 3 victoires confirmées. Mitchell lui a demandé ce qui était différent. Hayes a dit qu'il ne savait pas. Son avion répondait juste mieux aujourd'hui. Plus vite. Mitchell a demandé si la maintenance avait fait quelque chose à l'appareil. Hayes a dit qu'il devrait parler au sergent technique McKenna. Mitchell a trouvé McKenna dans la zone de maintenance 2 heures plus tard. McKenna travaillait sur un P-38 différent. Ses mains étaient noires de graisse. Sa combinaison était tachée de fluide hydraulique. Mitchell lui a demandé directement « Qu'avez-vous fait à l'avion de Hayes ?» McKenna l'a regardé pendant un long moment. Puis il lui a dit « Le tendeur de cordes de piano, la modification du câble, le changement monotorisé au système de contrôle de vol. » Mitchell a écouté sans interrompre. Quand McKenna a terminé, Mitchell a demandé s'il pouvait faire la même modification à l'appareil de Mitchell. McKenna a dit oui, mais Mitchell devait comprendre les risques. La modification n'était pas approuvée, n'était pas testée. Si quelque chose tournait mal, tous les deux feraient face à des accusations. Mitchell a dit qu'il s'en fichait. Il avait perdu 4 pilotes dans son vol au cours du mois dernier, tous pris dans des combats tournants dont ils ne pouvaient pas s'échapper. S'il y avait quelque chose qui pouvait les aider à survivre, il le voulait. Les règlements pouvaient attendre. Ce soir-là, McKenna a modifié le P-38 de Mitchell. Même tendeur de cordes de piano, même méthode d'installation. Mitchell l'a fait voler le lendemain matin.
est revenu enthousiaste de l'amélioration. L'avion roulait comme un chasseur au lieu d'un camion, a-t-il dit à son ailier. L'ailier a dit à McKenna qu'il voulait la modification aussi. Au 20 août, McKenna avait modifié 9 appareils. Le mot s'est répandu dans l'escadron. Les pilotes ont commencé à demander à leur chef d'équipe s'ils avaient entendu parler de la modification du câble. Certains chefs d'équipe ont refusé, ont dit que c'était contre les règlements. D'autres étaient prêts à essayer. McKenna leur a montré comment. Couper la corde de piano, la plier en forme de Z, l'installer comme tendeur en ligne prend 8 minutes, change tout. Les modifications se sont propagées de pilote à pilote et de mécanicien à mécanicien. Aucune documentation officielle, aucune approbation d'ingénierie, juste des conversations chuchotées dans la salle de préparation et la zone de maintenance. Hayes a abattu 2 autres zéros le 22 août en utilisant les commandes modifiées. Mitchell en a eu 3 le 25 août. D'autres pilotes ont commencé à revenir de mission avec des victoires. Les statistiques étaient impossibles à ignorer. Le lieutenant James Watkins était chef d'équipe avec le 49e groupe de chasse stationné à Guzape. Il a entendu parler de la modification par un pilote transféré de Dobodura. Watkins était sceptique, mais il l'a essayé sur un appareil. Le pilote est revenu de la mission suivante avec sa première victoire après 8 semaines de combat. Watkins a modifié 4 autres appareils. D'autres chefs d'équipe dans le 49e ont commencé à le faire aussi. Au début septembre, peut-être 40 P-38 en Nouvelle-Guinée avaient la modification. L'officier d'ingénierie à Dobodura a remarqué que quelque chose était différent, mais ne pouvait pas comprendre quoi. Les tensions des câbles de contrôle étaient vérifiées lors des inspections, parce que les chefs d'équipe retiraient les tendeurs avant les inspections et les réinstallaient ensuite. Les pilotes savaient, les mécaniciens savaient. Personne ne disait aux officiers. Le ratio de victoire a commencé à changer. En juillet, les pilotes américains dans le Pacifique Sud-Ouest perdaient 2 P-38 pour chaque 0 détruit. En août, c'était 1,3 pour 1. En septembre, c'était presque égal. Quelque chose avait changé. Mais officiellement, personne ne savait quoi. Puis les Japonais l'ont remarqué. Les pilotes de chasse japonais ont signalé le changement pour la première fois fin août. Les rapports de vol de la 11e flotte aérienne mentionnaient que les P-38 américains manœuvraient plus agressivement, roulaient plus vite dans les virages, inversaient la direction plus rapidement. Les rapports notaient que les tactiques qui avaient fonctionné de manière fiable pendant des mois échouaient soudainement. Le capitaine de corvette Saburo Sakai était l'un des meilleurs as du Japon. 64 victoires confirmées. Il combattait les pilotes américains depuis Pearl Harbor. Le 3 septembre 1943, Sakai a engagé un P-38 au-dessus de Wewak. Il a utilisé sa tactique standard, a attiré l'américain dans un combat tournant, a attendu que le P-38 commence son roulis, puis a viré brusquement dans la direction opposée pour entrer dans le rayon de virage de l'américain. Sauf que le P-38 a inversé avec lui. Sakai avait exécuté cette manœuvre des dizaines de fois. Il savait exactement combien de temps il fallait à un P-38 pour rouler, connaissait le timing parfaitement. Mais ce P-38 a roulé plus vite qu'il n'aurait dû. Sakai a à peine évité une collision frontale. L'Américain a pointé ses armes sur lui. Sakai a dû plonger pour s'échapper. Il est retourné à la base confus et frustré. D'autres pilotes japonais expérimentés ont signalé des rencontres similaires. Les Américains ne volaient pas différemment. Ils utilisaient toujours les mêmes tactiques. Mais leurs appareils répondaient plus vite. Fractionnellement, mais suffisamment pour compter. Suffisamment pour perturber le timing que les pilotes japonais avaient appris à exploiter. Le renseignement japonais a essayé de déterminer ce qui avait changé. Ils ont examiné les épaves de P-38 abattues, n'ont trouvé aucune modification évidente. Les appareils semblaient identiques à ceux qu'ils combattaient depuis des mois. Les moteurs étaient les mêmes, l'armement était le même, rien de visible n'avait changé. Ce que les Japonais ne savaient pas, c'est que le changement était caché à l'intérieur du longeron, un morceau de 6 pouces de corde de piano qui ressemblait à un équipement d'origine. Même s'il l'avait trouvé, il n'aurait peut-être pas compris son but. Ce n'était pas un nouveau système d'armes, ce n'était pas un nouveau moteur, juste une modification mineure de la tension du câble de contrôle. Mais cette modification mineure tuait leurs pilotes. À la mi-septembre, les pilotes japonais perdaient des appareils face au P-38 à des taux qu'ils n'avaient pas vus depuis le début de la guerre. L'impact psychologique était significatif. Pendant 2 ans, les pilotes zéro avaient possédé le ciel dans les combats tournants. Ils savaient qu'ils pouvaient surmanœuvrer tout ce que les Américains faisaient voler. Cette confiance s'effondrait. Les pilotes qui avaient l'habitude de presser les attaques devenaient prudents, hésitants. Ils n'étaient plus sûrs que leur tactique fonctionnerait. Les Japonais ont essayé de s'adapter. Certains pilotes ont arrêté d'essayer d'entrer dans des combats tournants avec les P-38, ont utilisé des tactiques de frappe et fuite à la place, mais cela signifiait abandonner leur principal avantage. La force du zéro était la manœuvrabilité. Combattre comme un P-38 signifiait combattre selon les termes américains. Et le P-38 était plus rapide, plus lourdement armé, et pouvait encaisser plus de dégâts. D'autres pilotes ont essayé de compenser en étant plus agressifs, en se rapprochant avant de tirer, en prenant plus de risques,
Mais l'agression sans la capacité de surpasser l'ennemi en virage signifiait simplement mourir plus vite. Plusieurs pilotes japonais expérimentés ont été tués en septembre en essayant des tactiques qui avaient parfaitement fonctionné en juillet. Le problème fondamental pour les pilotes japonais était qu'ils combattaient un ennemi qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils savaient que quelque chose avait changé, mais ils ne savaient pas quoi. Et ils ne pouvaient pas comprendre comment le contrer. On ne peut pas développer de tactique contre une modification dont on ignore l'existence. À la fin septembre, la 11e flotte aérienne avait perdu 38 chasseurs au combat contre des P-38. Les pertes américaines au cours de la même période étaient de 22 appareils. Le ratio s'était inversé. Pour la première fois dans la guerre du Pacifique, les P-38 tuaient des zéros à un taux supérieur à 1 pour 1. Le commandement japonais a ordonné aux pilotes d'éviter d'engager les P-38 à moins d'avoir un avantage numérique significatif. Cet ordre a marqué un tournant. Le Zero était passé de chasseur à chasser. Et tout se résumait à un morceau de corde de piano que personne n'était censé installer. La modification n'est jamais devenue officielle pendant la guerre. Le commandement d'ingénierie de l'armée de l'air en a appris l'existence en octobre 1943, lorsqu'un inspecteur de maintenance à Dobodura a remarqué des lectures de tension de câbles incohérentes. Il a retracé les écarts aux tendeurs de cordes de piano, a écrit un rapport, l'a envoyé dans la chaîne de commandement. Le rapport est resté sur les bureaux pendant 3 semaines, pendant que les officiers débattaient de ce qu'il fallait faire. La modification violait les règlements, mais elle fonctionnait. Les escadrons de chasse utilisant la modification avaient des ratios de victoire sensiblement meilleurs. Les pilotes survivaient. La question n'était pas de savoir si la modification aidait. La question était de savoir s'il fallait punir les mécaniciens qui l'avaient installée sans autorisation ou l'approuver discrètement après coup. En novembre, Lockheed a envoyé une équipe d'ingénierie en Nouvelle-Guinée pour évaluer la modification. Ils l'ont testée, ont mesuré la tension du câble, ont calculé les charges de stress, ont effectué des tests de vol. Leur conclusion était que la modification était sûre et efficace. Elle aurait dû faire partie de la conception originale. Lockheed a intégré un système de tension similaire dans le modèle P-38J qui est entré en production en décembre 1943. Mais McKenna n'a jamais reçu de crédit officiel. Aucune mention élogieuse, aucune médaille, aucune mention dans aucun rapport. La documentation officielle de Lockheed a attribué l'amélioration du système de contrôle à l'analyse d'ingénierie. Le nom de McKenna n'apparaissait nulle part. Hayes a survécu à la guerre. Il a effectué 63 missions de combat, a abattu 11 avions japonais, est retourné dans l'Iowa en 1945, a épousé son amour de lycée, a eu 4 enfants, a travaillé comme épandeur agricole pendant 37 ans. Il n'a jamais oublié ce que McKenna avait fait. Chaque année, le 17 août, Hayes appelait McKenna pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Mitchell a également survécu. Il est devenu commandant d'escadron, a mené son unité à travers la campagne des Philippines, a abattu 16 appareils. Après la guerre, il est resté dans l'armée de l'air, a pris sa retraite en tant que colonel en 1963. Il a raconté l'histoire de la modification de McKenna à chaque jeune officier de maintenance qu'il supervisait, s'est assuré qu'il comprenait que parfois, les meilleures solutions viennent de mécaniciens enrôlés qui voient des problèmes que les ingénieurs manquent. McKenna est resté dans l'armée de l'air jusqu'en 1946, est retourné en Californie, est retourné travailler sur les voitures, a ouvert son propre garage à Long Beach en 1948. Il a travaillé sur les moteurs pendant 42 ans. Il n'a jamais beaucoup parlé de la guerre. Quand les gens demandaient, il disait qu'il était mécanicien. Réparer des avions, c'est tout. En 1991, un historien militaire recherchant les modifications du P-38 a trouvé des références aux tendeurs de cordes de piano dans les journaux de maintenance de Nouvelle-Guinée. L'historien a retrouvé McKenna à travers les registres des anciens combattants. McKenna avait 73 ans à ce moment-là, travaillait encore à temps partiel dans son garage. L'historien lui a posé des questions sur la modification. McKenna a confirmé l'histoire, a dit que ce n'était rien de spécial, juste quelque chose qui devait être fait. L'historien a estimé que la modification avait peut-être sauvé entre 80 et 100 vies de pilotes américains sur la base des améliorations du taux de survie dans les escadrons qu'il utilisait. McKenna a dit qu'il n'avait jamais compté. Il se souvenait juste des pilotes qui étaient revenus. Hayes, Mitchell, Watkins. Les autres. C'était suffisant. James McKenna est mort en 2006 à l'âge de 88 ans. Il a été enterré au Pacific View Memorial Park, en Californie. Sa nécrologie mentionnait son service pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que mécanicien d'avion. Elle ne mentionnait pas le tendeur de cordes de piano. Ne mentionnait pas qu'il avait changé la façon dont les chasseurs américains volaient. Ne mentionnait pas qu'il avait enfreint les règlements pour sauver des vies. Son garage à Long Beach est toujours là, propriétaire différent maintenant. Mais sur le mur du bureau arrière, il y a une photographie fanée. Un jeune mécanicien en combinaison, debout à côté d'un P-38 Lightning. La date écrite au dos est août 1943, Nouvelle-Guinée. C'est ainsi que l'innovation se produit réellement en temps de guerre. Pas par les canaux officiels ou les comités d'ingénierie,
mais par les sergents et les mécaniciens qui voient les problèmes, trouvent des solutions et n'attendent pas la permission pour sauver des vies. Si vous avez trouvé cette histoire aussi captivante que nous, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous pour rester connecté avec ces histoires inédites. Chacune compte, chacune mérite d'être rappelée. Et nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant d'où vous regardez. Notre communauté s'étend du Texas à la Tasmanie. Des anciens combattants aux passionnés d'histoire, vous faites partie de quelque chose de spécial ici. Merci d'avoir regardé. Et merci de garder ces histoires.